se fasse. C'est en cours Voilà. et je coupe mon micro. C'est l'apéro? Ouais, il faut ça, ouais. Je suis un peu chaman, je suis comme Patrick, moi aussi. Oui. Bon, je pense que ça y est, on est en live. Donc, bonsoir à tout le monde. Olivier, on s'est déjà vu tout à l'heure. Patrick, bonsoir. On va patienter un petit peu pour attendre que tout le monde ait fini de visionner le film et vienne nous rejoindre sur le live pour discuter tous ensemble. Donc, je vous rappelle ce que l'on a eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire hier soir, on a eu le film de Stéphane Dugast, sur l'Islande sur les pas des écrivains. Ensuite, avec la rencontre avec Olivier. Et ce midi, on a eu une rencontre assez fabuleuse entre Olivier et Reza. Bon, j'avoue que moi, je n'en suis pas sortie indemne. C'était assez touchant, assez impressionnant. Et donc, vous pouvez visionner ces éléments jusqu'au 10 décembre. C'est bien ça, Olivier? 10 décembre. Hein? Oui, 10 décembre. 10 décembre. Donc, même si vous avez raté, vous pouvez quand même les voir. Je vous rappelle aussi que la rencontre de ce soir sera aussi disponible jusqu'au 10 décembre. Vous pouvez aussi vous procurer les livres des auteurs qui sont là, soit directement auprès de Patrick Bernard pour la Fondation Anaco, soit auprès de la librairie Ombre Blanche, qui est partenaire du festival. Et quand vous avez le petit bandeau en haut vert, vous avez écrit librairie, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur les livres et des livres. Vous cliquez sur le livre ou les livres que vous voulez et vous pouvez, c'est du livret, collecté, non, c'est cliquer, envoyer. Cliquez collecter ou cliquez envoyer. Non, cliquez envoyer, cliquez livrer. Oui. Voilà, grâce à la librairie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la soirée? Que le film a été fabuleux et je vais peut-être vous laisser peut-être la parole. Alors moi, tout à l'heure, je vais disparaître de l'écran pour laisser Olivier et Patrick discuter ensemble et faire ressortir tout ce qu'il peut y avoir à ressortir de ce film extraordinaire que l'on vient de voir. Je pense que je vais vous abandonner, peut-être. Vous êtes prêts? Prêt, absolument. Merci. Prêt? Allez. Patrick aussi, voilà. Écoutez, bonsoir, merci Cathy Desplats de l'association Délire d'encre, grâce à laquelle association et à laquelle Cathy le festival a pu être organisé avec toute l'équipe, je le rappelle, qui est derrière. Oui. Nicolas Massas qui est aux manettes ce soir, à la technique. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait dire, Nicolas, tu nous fais un petit coucou? Voilà. Donc, si le live ce soir peut avoir lieu, c'est grâce à Nicolas. Et Jade, qui est aussi aux manettes derrière, je le sais. Voilà, tout à fait. Jade Pujol et Élise Desplats, et puis toute l'équipe aussi de Terre d'ailleurs, du festival, donc de l'association Délire d'encre, et puis bien sûr le muséum de Toulouse d'histoire naturelle, plus les partenaires institutionnels que vous retrouverez donc en liste exacte et complète donc sur le site Terre d'ailleurs Kinao, qui nous sert de plateforme pour la télévision. Alors donc bonsoir à tous et à tous. Bonsoir à tout le monde et à bientôt. Bonne soirée. Bonsoir. À bientôt, merci. Et bonsoir Patrick Bernard, que je vais vous présenter dans un instant. Vous avez vu donc son film, un très très beau film, Roi et Chaman. C'est une œuvre de mémoire. On va en parler, bien sûr, l'œuvre d'un ethnographe. Alors, Patrick, vous êtes anthropologue, j'allais presque dire anthropologue engagé. Et de terrain. Alors, ça peut paraître un peu redondant, mais non, parce qu'on peut aussi, non pas s'assagir, mais faire de la recherche après dans différentes institutions et laboratoires de recherche. Vous êtes tout le temps sur le terrain depuis des décennies. Bravo, parce que c'est un très beau film. C'est un film
qui parle de cette région du nord-est, hein, donc de l'Inde, l'Arunachal Pradesh. On a plein de questions à vous poser. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de continuer à présenter Patrick Bernard, donc je rappelle pour les spectateurs, les visiteurs, que vous pouvez nous poser des questions donc, sur la page en tapant donc converser sur converser, vous posez votre question et puis toute l'équipe autour de Nicolas et de Jade va pouvoir me transmettre vos questions que donc je lirai donc que je poserai à Patrick. Donc n'hésitez pas, il est bien là en chair et en os, il est non pas au fin fond du Nagaland ou de l'Arunachal Pradesh, il est là avec nous. Je rappelle, c'est un festival qui n'est pas du tout virtuel, qui est tangible. Hein. Nous sommes en ligne parce qu'on a voulu vraiment le maintenir et merci encore à toutes les équipes derrière. Et je crois que c'est important de contribuer à nous faire voir le monde, à échanger, à rêver, puis à essayer de l'expliquer, voire le réenchanter. Donc, posez les questions, allez-y. Et puis, donc Patrick, alors je disais, vous êtes ethnologue, cinéaste, documentariste. Vous êtes aussi à la tête d'une fondation qui s'appelle la Fondation Anaco, qui est une fondation dont on va parler tout à l'heure, qui vise en fait à protéger les peuples premiers, les peuples traditionnels, hein, les appellations sont différentes. On a pu parler dans l'ethnologie des temps anciens de peuples primitifs qui était un peu péjoratif. Maintenant, on dit peuple premier, peuple autochtone. Vous, c'est votre spécialité. Ce sont bien les peuples menacés, c'est ça? Oui, depuis 45 ans, donc le calcul est vite fait, hein, j'ai 65 ans, j'ai commencé à 17. Et je me dis plus ethnographe engagé qu'ethnologue, puisque je suis un homme de terrain. Et en 88, nous avons fondé ICRA International, qui est la Commission internationale pour les droits des peuples aborigènes, donc qui travaille en duo souvent avec Survival International, avec IFGIA au Danemark, avec les très rares associations internationales qui s'occupent des droits des peuples autochtones. Et cette association aujourd'hui est consultante aux Nations Unies et avec 350 correspondants autochtones dans le monde entier, surtout dans des zones fermées. Et puis, donc, plus récemment, en 2010, on a créé la Fondation Anaco. Alors, la Fondation Anaco, elle a plusieurs pans, mais son objectif essentiel, c'est de faire un travail de mémoire, c'est-à-dire d'encourager toutes les communautés autochtones qui le souhaitent à s'approprier le langage et les outils audiovisuels pour enregistrer la parole de leurs anciens avant qu'il ne soit trop tard, filmer leurs rituels avant qu'ils ne se dégradent de trop, qui deviennent un vulgaire folklore pour les touristes en voyage organisé ou qui disparaissent tout simplement. Et beaucoup de peuples autochtones au cours de ma vie de voyage m'ont interpellé là-dessus en me disant mais c'est pas normal que ça soit vous les occidentaux qui fassiez ce travail de mémoire pour nous. Parce que déjà, vous n'avez pas forcément nos codes. On a beau être ethnologue, on n'a pas tous les codes non plus des communautés autochtones, les codes de communication. Et comme ça, des peuples de l'oralité, eh bien, le langage audiovisuel passionne la plupart des jeunes. Et ça donne un objectif aux jeunes. Alors, depuis 2010, on a commencé chez les Yawalapiti au Brésil, dans le Mato Grosso, avec un groupe d'une dizaine de jeunes de la tribu qui a commencé à apprendre à filmer, à enregistrer. Maintenant, ils montent eux-mêmes leurs films. Ils ont même créé leur propre festival au cœur de ce qu'on appelle un parc indigène au Brésil. Et on fait ça un peu partout avec la Fondation. Et en même temps qu'on encourage ces projets autochtones, eh bien on essaye de collecter, d'où le statut de Fondation, des images anciennes qui ont été tournées dans les années 30, 40, 50, 60 par les pionniers de l'exploration ethnographique. Un des plus importants pour nous, et qui était un proche ami et qui a été un moment président de la Société des explorateurs, c'était Jacques Villeminot et son épouse Betty Villeminot. Et donc, ils nous ont légué leurs films. Donc, on a pu numériser tous ces films. Et dans les années 2005-2010, je les ai beaucoup interviewés. J'ai recueilli leurs témoignages. C'était magnifique. Et donc, on fait toute une collection qu'on appelle Mémoire. Donc, il y a les films Regards autochtones réalisés par les autochtones eux-mêmes et les films Mémoire réalisés il y a quelques décennies par les pionniers de l'exploration ethnographique qui ont filmé des choses qu'on ne pourrait plus filmer aujourd'hui. Ouais, très bien, donc on va parler du plan large, hein, votre travail d'ethnographe Ouais. et d'ethnologue néanmoins de terrain, de documentariste. Et puis deuxièmement, de plan serré avec, bien sûr, les États du nord-est de l'Inde et de l'Arunachal Pradesh en particulier avec ces ethnies, les Galos, les Apatanis surtout, et puis les Miching, dont fait partie Dolgit, qui est l'ethnologue. Mais on revient un petit peu au plan large. Ce qui est important avec votre fondation et ICRA aussi, pas que Anaco, ICRA également, c'est que non seulement vous faites un travail de mémoire, de recherche sur le temps et à l'instant T,
pour la population, la tribu en question, mais aussi pour l'avenir. Mais je dirais qu'il y a surtout, vous l'avez dit tout à l'heure, la connexion. C'est-à-dire c'est bien d'avoir un mode de transmission, c'est-à-dire que les Amérindiens puissent dialoguer avec les gens de l'Arunachal Pradesh, peut-être aussi des Birmans avec des peuples amérindiens d'Amérique du Nord, etc. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de paroles. Et il y a cette tribune aux Nations Unies dont vous parliez, outre quelques associations comme Survival International, effectivement, mais c'est bien de mettre tout ça en commun. Une question d'abord donc, par rapport à cet endroit magnifique, hein, qui est un peu aux confins de l'Inde, mais j'allais dire presque aux confins des empires, parce que là, il y a la Chine derrière, et il y a l'ancien empire des Indes, britannique, donc avec la Birmanie d'un côté, qui a quand même un tropisme à régler quelquefois brutalement la question ethnique. C'est un pays de 50 millions d'habitants avec une quarantaine d'ethnies. Et puis l'Inde. L'Inde qui est un État fédéral, 29 États, si je bonne mémoire, 1,3 milliard d'habitants, qui respectent les tribus, mais en même temps, on va en parler tout à l'heure, il y a aussi une centration sur le centre politique qui est New Delhi, mais aussi sur le centre, je dirais presque religieux, avec le parti au pouvoir du BJP. Vous, pour être allé donc, dans l'Arunachal Pradesh, hein, on a bien vu où est-ce que c'est au fin fond du nord-est de l'Inde, ces États qui sont un peu compliqués à gérer aussi pour le pouvoir central. Ça a été difficile ou pas pour avoir le permis? Ça a été très, très difficile. Donc moi, je fais partie des gens qui, lorsqu'on ne leur donne pas le droit, en général, prennent le gauche. Donc, c'est pas toujours, on ne demande pas toujours les permis par la voie officielle et légale, parce que sinon on les aurait jamais, ou on se retrouverait flanqué avec des guides officiels qui sont des indiques aussi des services de sécurité. Mais j'avais été à bonne école, puisqu'on a beaucoup fréquenté le Nagaland illégalement dans les années 80. En 2005, j'ai traversé les montagnes qui séparent le Nagaland indien du Nagaland birman à pied avec un groupe d'insurgés. Et donc là, en Arunachal, c'était quand même un petit peu plus tranquille. On a quand même réussi à le faire avec entre guillemets, un permis, plus ou moins officiel. Mais c'était pas évident parce que toutes ces communautés en Inde, on les appelle les Adis, c'est-à-dire ce sont les 100 castes pour les Indiens, les Adivasis, hein, c'est les peuples autochtones, les peuples premiers. Ils sont même pas considérés comme des intouchables, ils sont des gens à part. Souvent, certains d'entre eux, comme les Nagas, ont des revendications indépendantistes. Hein. Il y a des guerres d'indépendance depuis 1948 au Nagaland, puisque le Mahatma Gandhi avait officiellement donné l'indépendance aux Nagas juste avant d'être assassiné, et malheureusement, cette indépendance n'a pas pu être formalisée dans les actes par son successeur, par Nehru. L'Arunachal, c'est encore une zone encore plus délicate que le Nagaland, puisque c'est une zone, toute une partie de l'Arunachal est contestée par la Chine, est revendiquée par la Chine. Donc, il y a des conflits frontaliers, il y a des tensions frontalières, et les minorités, par nature, n'aiment pas trop ni les Chinois ni les Indiens, les autorités en général qui cherchent à leur imposer leur diktat. Donc, on pourrait dire qu'ils seraient un peu plus proches des Tibétains au niveau de la culture et de la force identitaire que de la population majoritaire qui cherche à les dominer. Donc, pas d'entrave lors du tournage de la part d'indicateurs, comme vous disiez, ou de policiers ou d'administrateurs sur le terrain? Dans la partie Naga, oui. Côté birman, oui, parce que j'avais maille à faire avec la dictature birmane, puisque j'ai souvent filmé clandestinement en Birmanie, donc je suis persona non grata en Birmanie. Donc on était obligé de faire très attention quand on était dans la zone des Nagas, des Wangsho Nagas, vous avez vu dans le film, à la fin du film. Sur le reste de l'Arunachal Pradesh, comme on avait notre propre guide qui est Doljit, qui est un jeune ethnologue Mishing, on a pu se dispenser d'un guide officiel et on a pu travailler avec lui en toute liberté. Alors Doljit, les gens sont extrêmement accueillants parce qu'ils ont tellement peu l'habitude de voir quelqu'un du monde qu'ils sont super contents. Doljit est assez jeune. En même temps, on sent bien à la fin du film qu'il y a ce problème de transmission. On va en parler tout à l'heure. Alors tout de suite, je vois d'abord non pas une question, mais une affirmation. Ce film est magnifique, point d'exclamation. Je confirme. Donc voilà, c'est pas une question. On vous l'impose. Et autre question, quel était l'accueil d'une caméra dans chacune des tribus, hein? Je rappelle qu'on a au moins 4 tribus, hein, les Patani, pardon, alors, les Miching et les Galos, plus les Wanchakoniak. Oui. Pour les 4 ça s'est bien passé? Pour les 4, ça a été vraiment très, très facile. Mais en ordre général, en Asie, une fois que l'on est bien intégré, il n'y a pas de problème avec la caméra. La caméra peut poser des problèmes dans certaines communautés ailleurs à travers le monde parce qu'elle peut représenter une captation d'esprit.
les gens peuvent craindre qu'on ait envie de leur lancer des mauvais sorts ou tout, de façon beaucoup plus pragmatique, d'exploiter leur image dans des zones où il y a quand même eu beaucoup de fréquentation de voyageurs, de caméras, de cinéastes, pas toujours très éthiques dans leur façon de fonctionner. L'Arunachal Pradesh, ils sont tellement vierges de tout visiteur qu'ils étaient, je veux dire, c'était du bonheur de filmer avec eux, parce qu'au contraire, quand on ratait quelque chose, ils venaient nous tirer par la manche pour nous dire, viens voir, là, on va faire un rituel, il faut que tu viennes le filmer. Donc, il n'y avait vraiment pas de souci de ce côté-là. Très bien. Alors, il faut rappeler qu'on est en Inde, donc je le disais, 1,3 milliard d'habitants. La Chine est voisine, 1,4 milliard. Dans 20 ans, l'Inde va passer devant. Alors, c'est un pays qu'on croit homogène, l'Inde pas du tout. L'hindi est parlé par 50% de la population. Officiellement, il y a à peu près 400 dialectes, je crois même 398 répertoriés par le pouvoir central, mais les ethnologues disent que c'est 1600, 1800, c'est énorme. Donc, il y a presque 2000 ethnies, ou des sous-ethnies, plus les castes, etc. Je mets les castes à part, mais là, je parle vraiment d'ethnie et de sous-ethnie. Oui. Et ça peut être coupé justement par les castes ou les hors-castes, donc c'est un système très, très compliqué. La question que je pose, c'est que voilà, il n'y a pas une peur de la part des chamans, des prêtres, de Dolgit aussi, etc., qu'il y ait en plus de l'exode rural dont vous parlez à la fin, enfin l'attrait, on va dire, des jeunes pour la ville, qui se retrouvent dans la plaine du Brahmapoutre, en Assam, ou j'imagine dans le Bengale occidental, il y a Calcutta, qui est la grande ville du nord-est de l'Inde, de presque 20 millions d'habitants. Il n'y a pas cette peur que les traditions soient totalement éradiquées par cette pression des deux empires ou ex-empires sur le continent indien et la Chine. Oui, énormément. Ils ont très peur de l'hindouisme importé par les Indiens. Ils ont très peur des flux migratoires qui viennent du Bangladesh, parce qu'il y a beaucoup de flux migratoires du Bangladesh, de gens qui fuient la pauvreté, la misère au Bangladesh, qui viennent s'installer dans ces États du nord-est de l'Inde. Ces gens étant généralement musulmans, eh bien ça provoque des chocs culturels entre eux. Et puis, un peu plus récemment, il y a un phénomène qui est en train de se passer en Arunachal Pradesh. Il s'est déjà passé dans les années 2000, au début des années 2000 au Nagaland. C'est, j'allais dire, l'invasion du christianisme. C'est l'expansion du christianisme avec les églises baptistes américaines. Les églises baptistes américaines contrôlent pratiquement 90% de la population du Nagaland qui sont convertis et presque 50% en Arunachal Pradesh. Et en tout cas, c'est la religion majoritaire des 2-3 États du Nord, Nagaland en particulier. Oui. Alors, le christianisme majoritaire. Oui, ce christianisme, il a un double succès. Alors, dans certaines de ces tribus, il y avait des coutumes, vous l'avez vu, il y avait des coupeurs de tête, notamment au Nagaland. Donc, on a utilisé le christianisme un peu pour lutter contre ces traditions qui n'étaient plus tenables par les temps qui courent aujourd'hui. Et le christianisme, c'est aussi une façon de revendiquer une identité sans se faire manger par l'immense société hindouiste qui est en train de les envelopper puisqu'ils font partie de l'Inde. Donc, ils se servent du christianisme aussi comme une arme identitaire. Le gros problème, c'est que le christianisme vient s'entrechoquer avec les spiritualités animistes qui sont portées par les chamans. Et donc, ces pasteurs évangéliques interdisent toute tradition animiste, font détruire les lieux de culte, mettent les chamans au banc de la société, et ça provoque vraiment de grosses dissensions, au point qu'aujourd'hui, dans les villages, que ce soit en Arunachal Pradesh ou au Nagaland, vous avez la partie chrétienne d'un côté, et puis à part, vous avez la partie qui revendique son animisme. Alors, ils ont créé je ne veux pas dire une église, mais une sorte de culte animiste qu'ils appellent le Donipolo, puisqu'il y a un point commun à tous les animistes, c'est que les astres majeurs, la lune et le ciel, sont extrêmement importants. Donc vous avez vu, ils ont fait ces drapeaux avec des étoiles. Les gens qui se revendiquent de l'animisme mettent maintenant sur leur maison le drapeau Donipolo pour dire nous, on fait partie d'une communauté animiste. Mais souvent, il y a des ruptures familiales, puisqu'une partie de la famille va tomber dans l'église baptiste chrétienne, et une autre partie de la famille va vouloir conserver son animisme. Donc, on est bien que l'évangélisme, c'est aussi ce qu'on a pu constater en Amazonie, mais en Inde aussi, l'évangélisme, en tout cas, donc cette pratique baptiste surtout ne tolère pas le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange avec des rites païens ou animistes, la cosmogonie, qui
qui se passe ailleurs aussi, hein. En Indonésie, on voit bien, même l'islam, qui est un islam plutôt marchand que conquérant, a toléré pendant des siècles et tolère encore des pratiques animistes, des pratiques païennes, etc. Je vois qu'il y a d'autres questions, enfin une autre question qui arrive. Je rappelle simplement que pour les livres de Patrick Bernard, donc en chair en os, présent ici, hein, nous les avons non pas à la librairie L'Ombre Blanche, qu'on doit aider pourtant pour les autres livres que vous avez sur la liste. Et je rappelle qu'on peut simplement cliquer en haut du bandeau de la plateforme Kinao, donc terre d'ailleurs kinao.fr, pour avoir tv.fr, pardon, pour avoir les livres des autres intervenants. Pour Patrick, il faut les commander directement à sa fondation, puisqu'il est, éditeur en même temps. Donc je redonne votre mail, hein, donc ANACO, comme le nom de la fondation, ANAKO Fondation, tout attaché, sans point, donc sans point et sans S, singulier pour fondation, @gmail.com. Je répète, ANACO, A-N comme Nicole, A-K-O, Fondation, tout attaché, @gmail.com. Et je suis certain que Patrick serait ravi de faire une petite dédicace si vous lui envoyez Ah le bah mail. oui, si on me le demande, je le fais volontiers. Et là, c'est du cliquer livré aussi assez rapidement. Donc, Oui. je donne la parole, si je peux dire, à Oriane qui pose une question à Patrick. Quelle est la place de l'éducation dans ces tribus? Quelle forme a-t-elle? Alors, on revient un petit peu. Oui, on revient un petit peu à la question précédente au sujet des religions. L'éducation traditionnellement des enfants se fait par classe d'âge, c'est-à-dire que les aînés s'occupent de l'éducation des plus jeunes et ainsi de suite. Et dans les sociétés animistes, il y a des rites de passage qu'on appelle des rites initiatiques à l'adolescence, mais parfois dans la vie adulte, on passe plusieurs rituels de passage et on a ça dans toutes les communautés. Moi-même, j'ai eu le plaisir le plaisir et la souffrance d'en subir un. Et donc, ça, c'est l'éducation chez les animistes. Ça fait alors? C'était des guêpes et des fourmis carnivores qu'on m'a baladé sur tout le corps, donc c'était assez impressionnant en Amazonie. Hein? Vous avez survécu? Vous avez survécu, d'accord. Oui, et j'en suis fier, je suis content de l'avoir vécu. Donc ça, c'est l'éducation traditionnelle. Après, il y a la scolarité maintenant dans toutes ces régions qui sont de plus en plus accessibles. Et c'est aussi un des problèmes dans ces régions des extrêmes du nord-est de l'Inde, ce qu'on appelle l'oreille de l'Inde, c'est que l'éducation, c'est l'éducation nationale indienne. Et elle est complètement défaillante. C'est-à-dire que les instituteurs sont mal payés ou pas payés du tout. Et en fait, les seuls qui prodiguent une éducation, une scolarité digne de ce nom, ce sont les églises baptistes, presbytériennes, évangéliques et tutti quanti, parce qu'il y en a beaucoup qui se chamaillent un peu pour conquérir les âmes des derniers animistes. Et ça pose un vrai problème générationnel entre eux également. C'est-à-dire qu'on assiste à l'extinction des cultures autochtones par le prosélytisme religieux. L'islam, dans certaines régions, on l'évoquait en Indonésie, où j'étais il n'y a pas longtemps, où on allait encore récemment jusqu'à enlever les enfants des tribus pour les placer dans des écoles coraniques ou dans des pensionnats chrétiens. Hein. Les vieilles habitudes coloniales sont encore en cours dans pas mal d'endroits. Et là, souvent, les parents font le choix de l'école chrétienne pour leurs enfants, même des parents animistes, parce qu'ils savent que dans cette école, il y a une bonne éducation qui est dispensée. Seulement, après, les enfants reviennent à la maison et ils ont une mission, c'est convertir leurs propres parents. Alors, il y a une question qui est intéressante qui va arriver, qui parle des rangs sociaux. Alors, en fait, on est dans un pays à caste, vous le disiez tout à l'heure, il y a à peu près la moitié de la population qui est en caste, hein, 600 à 700 millions, le reste sont des aborigènes, le terme existe. Hein, voilà, ou des adivasis pour les autochtones. Les aborigènes, et puis des hors-castes, qui sont vraiment traités comme des citoyens de seconde zone. Et peut-être bien pire que les intouchables, enfin Mahatma Gandhi appelait les Harijan, les protégés de Dieu, mais c'est considéré comme péjoratif maintenant. Et puis, ce que j'ai pu voir moi en Inde, dans certains États à forte domination chrétienne, comme le Kerala, on reproduit les castes aussi, même chez les chrétiens. Alors la question de Georgette n'est pas inintéressante. Est-ce qu'il y a des rangs sociaux dans ces tribus? Et comment le montre-t-il? Alors, quand je dis rangs sociaux, oui, ça peut être la hiérarchie sociale, mais aussi la caste. Il n'y a pas de caste dans ces tribus-là qu'on a vues. Il y a des sociétés qui sont souvent patriarcales, en tout cas les peuples que j'ai montrés dans le film sont des sociétés patriarcales, mais qui côtoient beaucoup de sociétés matriarcales. Vous avez les Khasi au Meghalaya, qui est tout proche, qui est une grande société matriarcale. Et il y a
sont des sociétés patriarcales, mais pas dans le sens judéo-chrétien du terme. C'est-à-dire que la femme a un rôle extrêmement important dans la société. Donc, il n'y a pas de caste chez les Adivasis. Aujourd'hui, on assisterait à l'émergence d'une certaine forme de caste, justement, entre ceux qui font partie du monde chrétien et ceux qui tiennent à rester dans le monde animiste. Parce que là, il y a une vraie séparation, une vraie division entre eux. Et parfois, on assiste de plus en plus à un certain mépris entre eux. Mais sinon, ce sont des sociétés animistes dans lesquelles il n'y a pas de caste. Il n'y a même pas de chef en général. Il y a le chaman qui tient un certain rôle, puisque le chaman, c'est le prêtre, et c'est celui qui tient le rôle d'intermédiaire entre le monde intemporel des esprits et le monde temporel des incarnés. Il y a une forte hiérarchie quand même, je pense au Nagaland en particulier, donc chez les Nagaland, il y a les rois, effectivement. Là, j'étais plus dans l'Arunachal Pradesh. Les reines. Oui. Au Nagaland, il y a les rois et les reines. Alors, on les appelle des rois, c'est des Hang. Ce sont des chefs de toute une grande zone territoriale, c'est-à-dire sous comment je dirais, le territoire d'un de ces rois peut être constitué par 10 ou 15 villages qui sont unis autour de ce roi, qui autrefois étaient unis dans la guerre et qui aujourd'hui sont unis pour des raisons économiques autour de ce roi. Donc ces rois ont un rôle extrêmement important au Nagaland. C'est aussi une des raisons pour laquelle le Nagaland est tombé beaucoup plus rapidement dans le christianisme, parce que les missionnaires ont très vite compris qu'il suffisait de convertir le roi. Et une fois que le roi était converti, tout le reste de la communauté était converti. C'est un peu plus difficile dans les autres ethnies de l'Arunachal Pradesh. Oui. Alors, j'attends qu'il y ait d'autres questions, allez-y, hein, profitez-en, et on va vous redonner aussi sur le chat donc l'adresse mail de Patrick Bernard et sa fondation, Adaco Fondation et sa maison d'édition pour pouvoir acheter des livres. Mais il y a... Pour vous, c'est un combat, ce métier d'ethnographe. Enfin, quand je dis ethnographe, c'est plus, hein, c'est protecteur des peuples menacés, c'est documentariste, c'est animateur de ces associations ou fondations, c'est faire de, comme on dit en anglais, et à Survival, justement, l'association de l'advocacy, c'est-à-dire du plaidoyer pour ces peuples premiers. Pour vous, c'est un engagement ? Ah oui, c'est un engagement, c'est un combat, c'est une vocation. Je me rends compte que j'appartiens à une génération qui a la chance d'être l'une des toutes dernières générations à pouvoir encore côtoyer ce qu'on appelle des peuples premiers, riches de leur identité et de leur culture animiste. Et je me suis rendu compte que malheureusement, le rouleau compresseur de l'entreprise coloniale, des entreprises prosélytes, parce que le prosélytisme précède ou accompagne les invasions coloniales, eh bien, ce rouleau compresseur est en train j'allais dire de finir, de terminer définitivement cette diversité culturelle. Et je pense que la véritable richesse de l'humanité, c'est tout ce qu'elle a à partager, tout ce que les peuples ont à partager, les diversités culturelles de tous ces peuples. Et moi, depuis l'âge de 17 ans, je suis émerveillé par ces peuples chez lesquels je m'immerge, et je n'ai qu'une envie, c'est de contribuer à leur connaissance, mais surtout à leur respect, à faire qu'ils soient un peu mieux respectés. On voit aujourd'hui qu'il se passe en Amazonie des choses qui sont indignes de ce qui se passait il y a encore quelques siècles en Amérique du Nord. On a toujours... C'est une autre conquête de l'Ouest ou d'autres conquistadors. Bien sûr, on a toujours le même mépris. La déforestation de l'Amazonie pour des raisons aurifères, donc de mines d'or, mais pas que. Hein. Il y a des routes militaires, il y a les plantations de soja, les plantations d'huile de palme, et tout ça au détriment des Indiens. Je rappelle simplement qu'il y a 400 ethnies amérindiennes de l'Alaska à la Tierra del Fuego, la Terre de Feu, et que beaucoup sont en voie de disparition, au moins 2 ethnies en territoire français. Donc, je crois que d'ailleurs, vous les avez côtoyés, je ne suis pas sûr, il me semble, hein, les Wayanga et les Wayana. C'était mon tout dernier séjour. Mais qui sont des Amérindiens, donc basés entre le Brésil, le Suriname et puis bien sûr la Guyane française. J'ai eu la chance d'être adopté chez les Wayana en 1976. Et c'est à l'époque justement où j'avais subi ce rite initiatique du Maraquet qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'étais allé présenter ma mère biologique à ma mère adoptive en 1988. Et depuis 1988, je n'étais plus jamais retourné chez les Wayana. Et en décembre 2019 et janvier 2020, je suis allé m'immerger chez les Wayana. J'ai aussi là-bas un vieil ami français qui a été adopté en 1963, qui s'appelle André Cogna, que je tenais absolument à revoir. Et son ancien tourneur à Saint-Étienne, le livre s'appelle Antekum Pata, le nom de son village ou une autre vie. Il est marié à une Amérindienne, donc avec des enfants. Il est marié à la Sawani, il a 2 enfants. C'est le cacique du village, pas de Antekum Pata. Voilà, le fondateur du village, parce qu'il y a le fondateur et le chef traditionnel. Espérons que, et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse converser ce soir, comme toute
pendant toute la durée de ce festival. Ce festival permet de mélanger un peu les genres, je dirais, mais vraiment, on est tous focalisés sur la défense des peuples premiers, sur la découverte ou la redécouverte de la planète et ce que je qualifie d'aventure humaine. Donc, ce que vous faites, c'est important et je pense que c'est important aussi de croiser les regards et puis, deuxièmement, d'avoir des fondations comme la vôtre ou des associations. Alors, nous avons encore d'autres questions. Paul nous demande quel est l'impact de la vie moderne sur ces populations. C'est un Alors, peu dit dans le film, mais on peut résumer à nouveau peut-être. on le voit un petit peu dans le film, il est assez présent. Enfin, de plus en plus maintenant que l'Arunachal Pradesh commence à s'ouvrir, il est encore fermé, hein, c'est encore interdit. On peut y aller en petits groupes, sous certaines conditions, avec des guides officiels. Mais en tout cas, plus on s'approche des villes plus ou moins importantes, plus cet impact est là. Mais ce n'est pas tellement ça le danger, en fait. La technologie, quand on a plus de praticité à utiliser un seau en plastique plutôt qu'un récipient en calebasse, on prend ce qui est le plus pratique et ça, ce n'est pas tellement gênant. Il y a parfois des télévisions qui se baladent ici ou là. Je pense que ce qui fait le plus de mal, c'est ce qui va vraiment aller s'attaquer aux racines de la culture, aux racines des enseignements qu'on a reçus de ses propres anciens. Et ça, c'est vraiment ce qui détruit le plus les cultures autochtones. Moi, j'ai vu des cultures très modernes, comme les Yawalapiti, par exemple, au Brésil. Ils ont cette chance, c'est qu'ils ont toujours refusé de se laisser convertir. Ils sont à la fois très modernes. J'ai pratiquement tous les jeunes de la tribu sur mon Facebook, donc on communique, ils sont sur les réseaux sociaux, ils vont dans les villes voisines, ils sont modernes, mais par contre, quand ils sont dans le village, eh bien, ils retrouvent la nudité traditionnelle, ils retrouvent des rituels qui sont extrêmement respectés parce qu'ils ont encore quelques leaders autochtones qui s'y accrochent. On a perdu malheureusement cette année du Covid le chef Haritana. On parle beaucoup de Raoni qui est un grand leader autochtone, mais Haritana était un leader autochtone avec énormément de profondeur qui n'a pas été médiatisé comme Raoni parce qu'il attirait moins les Occidentaux puisqu'il ne portait pas de plateau dans les lèvres. Mais c'était un homme extraordinaire qu'on a perdu cet été justement parce que les jeunes bougent beaucoup et ont ramené bien sûr cette maladie. Donc le modernisme, il est là, mais c'est pas de là que viennent les plus grandes agressions. En fait, les plus grandes agressions viennent de la déstructuration de la culture et de la spiritualité traditionnelle. Oui, ça se fait un peu dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a la montée, on va dire, parce que là on est quand même sur des plateaux, des collines, la montée, la modernisation de la vie indienne de la plaine du Brahmapoutre, de l'Assam et du Bengale vers les hauteurs, puis après l'attraction ou la descente évidemment des jeunes qui ont envie de consommer, etc. Et alors c'est un petit peu la même problématique du film qu'on verra après-demain sur le Mustang que j'ai tourné au Népal, donc où il y a la route qui est en train d'être construite, enfin c'est une piste, et qui évidemment attire vers le bas les jeunes Tibétains du Mustang, parce que les Mustangais sont des Tibétains, et qui veulent aller à la ville, et tout le combat, c'est le maintien de la tradition. Et l'un de mes guides disait, mais dans quelques années, il y a un jeune qui nous dira, mais papa, qu'est-ce que c'est un yak? Et c'est extraordinaire, là tout est résumé, quoi. Voilà, il a peur, il a une quarantaine d'années, le guide, très très bon montagnard, il a peur que cette tradition, ne serait-ce que de nomadisme et de reconnaissance des animaux, donc du cru, se perde. Alors, une question de mode. Merci pour ce fabuleux reportage dans un état interdit pour un voyageur lambda. Est-ce que vous avez pu retourner dans l'Arunachal Pradesh pour montrer aux villageois votre film? Et deuxième question, où avez-vous l'intention de le faire? Est-ce une pratique commune de montrer son documentaire? Alors moi, j'essaie de le faire systématiquement. Il m'arrive de retourner 2-3 ans après, comme il m'est arrivé dans certains villages du Nagaland, de retourner 18 ans après. Et là, j'avais le bonheur de voir que les gens se souvenaient de moi comme si c'était hier. Chez les Wayana, par exemple, où j'étais l'hiver dernier, j'avais des gens qui m'appelaient par mon prénom et par mon nom de famille, alors que ça faisait 30 ans que je n'étais pas venu. Donc j'étais quand même assez surpris de voir ça. Pour l'Arunachal Pradesh, ça n'a pas été possible pour moi d'y retourner là après le tournage de ce film. Par contre, Doljit, qui vient en France régulièrement puisqu'il a épousé une dame de nationalité allemande, qui voyage beaucoup, donc il vient nous voir à la fondation. Doljit leur a amené déjà le film, leur a fait voir le film, et je lui ai confié aussi du matériel audiovisuel, et lui continue à faire un travail de mémoire auprès de ces communautés qui habitent dans son état natal, on va dire, puisque lui appartient à l'ethnie des Miching.
Oui, alors bon, c'est un travail de mémoire extrêmement important, évidemment. Et on parlait tout à l'heure de la multiplicité des ethnies en Inde avec ces 2000 groupes ethniques. L'UNESCO estime que 10 000 langues, 10 000, 10 000 vont Oui. disparaître dans les prochaines décennies, à peu près sous l'horizon de 30 ans. Beaucoup seront pratiquement des langues mortes parlées par quelques locuteurs, quelques familles de par le monde. Donc, le travail de mémoire, il est là aussi. Je dirais qu'il y a aussi quelque chose qui m'a frappé. D'ailleurs, on en parlait l'an dernier au Festival Terre d'ailleurs avec notre ami amérindien du Brésil, qui représentait une tribu qui est venue nous parler de cette conception, la conception du monde du vivant. C'est vrai que très souvent, le reposcentrisme, la manière de centrer ça sur le monde occidental et même dans l'ethnologie avait tendance à considérer un petit peu l'étude des tribus de manière très lointaine et trop détachée. Et maintenant, on prend les rites des chamans pour acquis, on se convertit entre guillemets presque quand on est ethnologue pour voilà, pour adhérer à la tribu Jivaro ou Quechua ou autre. Et alors, ce jeune Amérindien était venu nous dire qu'il n'était pas simplement un homme, il était aussi un fleuve, une plante, une pierre, etc. C'est ça le monde du vivant. C'est pas que le vivant humain, c'est le vivant végétal, le vivant minéral, etc. Et l'ethnologie, mais au-delà même, l'ethnologie et ces temps de Covid, de finitude, un petit peu d'anxiété, en tout cas de remise en question globale de la mainmise de l'homme sur l'environnement et sa destruction, l'homme détruit son nid, eh bien nous permet de revoir tout ça. Donc, oui, c'est intéressant. Une question Ça, d'Éric. c'est Oui, toute la pardon. grande sagesse des peuples animistes, chez qui tout est lié. Et le monde spirituel est beaucoup plus important que le monde incarné vivant. C'est-à-dire que ça, c'est ce que nous, les Occidentaux, on a beaucoup de mal à comprendre, hein, parce qu'on est beaucoup trop attachés à notre matérialisme, à notre cartésianisme, et notre vie, elle a un début et elle a une fin. Dans le monde animiste, chez les peuples animistes, il y a le mot animal, c'est-à-dire que l'homme descend tout naturellement des animaux. C'est pourquoi les animaux ont une part tellement importante dans la vie de l'homme, que ce soit à travers les sacrifices, que ce soit le mitoun qui conduit l'âme du défunt dans l'univers des esprits, hein, dans le monde intemporel des esprits. L'animiste a cette énorme richesse que la vie incarnée sur Terre, c'est sans doute la chose la moins importante d'une existence, puisque un animiste va passer sa vie sur Terre à préparer son après-vie, qui est beaucoup plus importante pour lui. Ouais, ouais. Encore une question, je signale qu'il reste 7 minutes. Alors, je rappelle vos livres, hein, Patrick, hein, Peuple Racine, à la rencontre des derniers hommes vrais. Patrick Bernard, vous-même, et Ken Hung, votre co-autrice, votre co-écrivaine, toujours Fondation Anaco, hein, Co-écrivain. exactement page du Monde. Et puis un autre livre qu'on voit peut-être derrière, Tribus en Tribus en sursis. sursis. Voilà, c'est celui de gauche derrière vous, absolument. Donc les deux livres sont disponibles à la Fondation, donc chez vous. Et encore une fois, vous avez le mail qu'on a mis donc sur la page. Alors une question d'Éric. Donc ce film nous a montré beaucoup de chants et de danse lors des rituels animistes. Est-ce que la musique prend toujours une place si importante chez les peuples premiers? Alors la musique, c'est pas la musique telle qu'on la conçoit nous. C'est pas une musique de divertissement ou de plaisir. C'est une musique rituelle qui accompagne un rite. Donc ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire ça a plus un sens de prière, mais même pas vraiment de prière dans le sens chrétien du terme, d'invocation, de prière. C'est un rythme qui peut vous amener à une transe aussi pour permettre au chaman de se laisser posséder plus facilement par l'esprit de celui qui va communiquer à travers son corps. Quand je dis celui, ça peut être un être décédé, ça peut être un élément de la nature, la rivière, le vent, l'eau, la forêt. Donc la musique, elle n'accompagne que ça. Après, il y a des petits chants. Au début du film, on voyait des gamins qui faisaient un petit chant autour d'un feu. Ça, c'est plus du chant de divertissement, où là, on va raconter des histoires, mais c'est en général des chants improvisés. C'est-à-dire, si vous l'entendez 2-3 fois ce chant dans votre voyage, ça ne sera jamais les mêmes paroles pendant les 2-3 fois, parce que les intervenants vont intégrer dans la chanson des éléments de leur propre histoire. Ouais. Alors, une question très intéressante qui vient, on a encore 5 minutes, hein, donc n'hésitez pas, on peut encore avoir un petit peu de place. Oriane qui dit qu'on a vu qu'il y avait une coutume de la dot encore d'actualité, vraiment éclat, et qui demande quelle est la place de la femme dans ces tribus. Et elle souligne aussi que la dot est quand même interdite, mais toujours utilisée dans les mariages indiens, et on voit quelquefois les conséquences sur les assassinats de jeunes filles et de femmes. Je rappelle que dans un État qui est de l'autre côté, exactement à l'opposé, qui est le Rajasthan, qui est un grand État indien en superficie, proche du Pakistan, il y a un taux de féminicide extrêmement important, et d'enfants, surtout d'enfants, à la naissance.
de telle manière d'ailleurs que l'échographie a été interdite. Pourquoi? Parce qu'une fille coûte cher en dot. C'est monstrueux, mais c'est comme ça. On a vu ce qu'on s'appelle là-bas le kitchen accident, l'accident de cuisine. D'un coup, la belle-fille brûlée parce que la famille de la belle-fille n'a pas donné le scooter, n'a pas offert le frigidaire, etc. Et quelquefois, et c'est là où c'est monstrueux, cette pratique en tout cas, quand elle est enchaînée, quand on s'enchaîne à vie, il y a un endettement quelquefois sur des décennies, et quelquefois des enfants payent pour la dot de la génération précédente. Là, on est dans le Nord-Est, c'est différent, c'est Ça animiste, n'a c'est citoyen. rien à voir. Expliquez-nous l'impact de la dot et du mariage. Ouais. Du mariage Là, ça n'a absolument rien à voir avec les sociétés hindouistes. Là, on est dans des sociétés animistes. Ce que vous avez vu, ce n'est pas une dot en fait. Ce sont des petits cadeaux que la famille de la mariée va faire à la famille du marié. Et dans une société qui sera matriarcale, puisqu'il y a beaucoup de sociétés matriarcales aussi dans cette région, bah, c'est l'inverse. C'est la famille du marié qui va faire des petits cadeaux à la famille de la mariée. Mais ce n'est pas quantifié, ce n'est pas comptabilisé. On incite toujours à donner un peu plus pour que le couple puisse vivre correctement, mais c'est pour le couple ces cadeaux qui sont faits, ce n'est pas pour les parents de la mariée. C'est ce qui va permettre au couple de se lancer dans la vie. Et chez ces sociétés animistes de l'Arunachal Pradesh, ça je l'ai constaté aussi, la séparation, le divorce est assez fréquent. Quand une femme estime qu'elle n'est pas bien avec un homme ou vice-versa, on se sépare assez facilement. Donc il n'y a vraiment pas de comparaison à faire avec les sociétés hindouistes voisines ou musulmanes voisines. On est dans un contexte très différent. On est plus dans un contexte clanique et un contexte tribal que dans des dots familiales comme ce qu'on oui, peut constater. c'est moins une dot qu'un échange en fait, hein, une manière de lier des sous-clans, des sous-tribus ou des familles. Voilà, c'est une façon de lier des sous-clans, des sous-tribus et de permettre à la famille de la jeune femme, au nouveau couple formé par la jeune femme et son mari, d'avoir de quoi s'installer, c'est-à-dire par exemple construire une habitation, une maison, acheter quelques bêtes et pouvoir démarrer dans la vie. Ouais, très bien. Moi, j'ai encore plein de questions à vous poser. Évidemment, on n'a plus le temps, mais c'est très bien. Il faut être frustré parce que c'est les grands débats. Et vous êtes vraiment passionnant. Vous avez plein de choses à raconter. Là, c'est qu'un seul voyage ou une somme d'engagement de voyage que vous étiez allé auparavant en Nouvelle-Zélande et en Birmanie, à la frontière de l'autre côté. Un mot là, un projet pour les mois qui viennent. Oui, bah, pas mal. Bah, justement, j'ai un projet dans les sociétés matriarcales du sud de la Chine. J'aurais dû y aller cette année, mais le dieu Covid m'en a empêché pour l'instant, mais ce n'est que Dans partie le remise. Yunnan, alors, hein, entre autres. Yunnan et Guizhou, oui. J'y avais séjourné pendant un peu plus d'un an à la fin des années 89-90. Donc, c'était encore très traditionnel. J'étais allé dans des zones qui étaient encore fermées, qui n'étaient pas du tout ouvertes. Et maintenant, ces régions habitées par des sociétés matriarcales sont envahies par le tourisme de masse, essentiellement chinois. Et donc, je voulais repartir dans ces zones-là pour leur amener les films faits il y a longtemps et puis également voir les changements qui ont eu lieu. Donc ça, c'est un des tout premiers projets. Et puis, on travaille en ce moment sur un film qui s'appelle Les Cueilleurs de mémoire sur l'Amazonie, sur tous ces jeunes autochtones d'Amazonie armés de caméras et d'enregistreurs numériques qui veulent collecter la mémoire de leur propre tribu, de leur propre peuple. Donc on fait ce travail en ce moment en Amazonie, chez les Pygmées, et ce projet dès qu'on pourra voyager à nouveau dans le sud de la Chine. Magnifique. Bah, écoutez, ça donne envie de vous réinviter, ça donne envie de voir vos films, ça donne envie de vous suivre. Donc, vous avez le mail de Patrick Bernard. C'est très simple aussi pour trouver le site de la Fondation. Vous tapez Fondation ANACO, je répète ANAKO. Et donc, vous trouverez le site et les livres de Patrick, mais aussi toute l'œuvre de ICRA dont vous parliez tout à l'heure. Donc, voilà, ICRA International qui existe depuis... de préservation de la mémoire des peuples premiers, on va dire. Hein, voilà. Mais écoutez, 22h pile. Merci beaucoup. Merci Patrick, c'est passionnant. Merci. Donc, les livres sont à votre disposition pour les spectateurs. Merci beaucoup. Merci à toute la technique, hein, Nicolas ce soir aux manettes et Jade ainsi qu'Élise et Cathy et toute l'équipe, encore une fois, non seulement de Délire d'encre, de Terre d'ailleurs, mais aussi du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Et puis, je signale donc que demain, vendredi 27 novembre, nous avons donc un rendez-vous, un échange avec un auteur de livre, Lodewijk Allaert, autour de son livre Carpates, la traversée de l'Europe sauvage. Vous verrez, c'est une traversée à pied de 2800 km de la mer Noire à l'Europe centrale par l'arc des Carpates.
Et puis 20h30 à 22h, projection et débat autour du film Expédition 5300. J'en dis pas plus, c'est un film qui a été tourné par une équipe scientifique à 5300 mètres, comme son nom l'indique, dans la petite ville de Rincon Dada, donc au Pérou, avec des Péruviens qui sont en hypoxie, donc en manque d'oxygène permanent, et ces physiologistes, médecins, scientifiques nous donnent des leçons aussi pour le monde entier pour le retour de leur expédition, donc sur les pratiques de ces Péruviens en très haute altitude dans une mine d'or aussi qui culmine sur l'altiplano. Voilà, un programme très riche, et ça continue samedi et ça continue dimanche. Regardez sur le site de notre plateforme, donc Terre d'ailleurs et Kinao. Merci à tous, merci Patrick Bernard. Merci je vous souhaite une bonne nuit, continuez à avoir de beaux rêves et surtout des rêves dans la tête, hein, des belles évasions, et à demain. Merci, bonne soirée, au revoir. Bientôt, au revoir.